Robert Redford a toujours été vu comme le gentleman d'Hollywood. Mais à 88 ans, il a brisé l'image et révélé le côté sombre de sa carrière. Des acteurs écrasant les plateaux avec leur ego, exigeant des scénarios réécrits pour paraître plus forts, et traitant réalisateurs ou techniciens comme de simples accessoires. Pour la première fois, il a nommé les 7 acteurs qu'il a le plus détestés. Tom Cruise, le film condamné dès le départ. Lorsque Robert Redford accepta de tourner Lion fort lent avec Tom Cruise, beaucoup crurent assister à la réunion de 2 générations de géants du cinéma. Redford, maître de l'intensité feutrée et de l'authenticité, et Cruise, superstar mondial au sommet de sa popularité. Mais dès le premier jour de tournage, Redford sentit que l'expérience serait tout sauf harmonieuse. Le problème venait du rôle de Cruise, mais pas uniquement devant la caméra. En tant que producteur via son studio United Artists fraîchement relancé, Cruise possédait un pouvoir immense. Chaque décision artistique, chaque dialogue, chaque plan passait par lui ou son équipe. Redford, habitué à travailler dans des conditions où le respect de la vision du réalisateur et de l'histoire primait sur l'ego, se retrouva confronté à un contrôle constant et minutieux. Le plateau devint rapidement un champ de bataille silencieux. Cruise arriva entouré de publicistes, conseillers en communication, stylistes et même d'une petite armée de stratèges politiques, présents pour s'assurer que chaque plan reflète l'image publique parfaite de la star. Redford, lui, voulait raconter une histoire sobre, une réflexion sur l'échec politique pendant la guerre d'Irak, mais Cruise voyait chaque scène comme une opportunité de promotion personnelle. Les angles de caméra, la lumière, les postures, tout était calculé pour montrer discipline et charisme. Les tensions devinrent palpables lors des répétitions. Cruise exigea des stylistes pour ajuster sa silhouette, discutait des affiches promotionnelles et demandait que certaines réactions soient refaites à plusieurs reprises, jusqu'au moindre mouvement des yeux. Redford, qui avait déjà consacré 3 jours à répéter une scène muette dans Ordinary People, ne comprenait pas cette obsession de l'apparence au détriment de la vérité dramatique. « Je voulais que la scène montre de la vulnérabilité », expliqua-t-il plus tard. Cruise, lui, voulait de la symétrie et du contrôle. Le conflit s'aggrava encore lorsqu'United Artists imposa un calendrier serré et un budget limité. Les réécritures constantes du scénario transformèrent le plateau en cocotte-minute, avec une tension omniprésente entre acteurs, équipe et réalisation. Même Meryl Streep, d'habitude exemplaire dans sa profession, perdit patience. Selon un technicien, on en était arrivé à écrire les répliques sur des cartons pour que tout le monde suive. L'atmosphère était devenue très tendue. À la sortie, Lion fort lent fut accueilli par des critiques impitoyables. Le film, jugé laborieux et prétentieux, s'effondra au box-office. Pour Redford, l'amertume ne venait pas seulement de l'échec commercial. Il avait pressenti dès le départ que le film serait vidé de son essence. Il résuma plus tard avec lucidité, tout était écrit dès le départ. Le film avait été confisqué par le marketing, vidé de son âme. Cruise, lui, passa à d'autres blockbusters, tandis que Redford enterra cette expérience douloureuse. La leçon fut claire pour l'acteur-réalisateur, il existe 2 façons de faire du cinéma. La première consiste à raconter une histoire, chercher la vérité et toucher le public. La seconde consiste à vendre une image, contrôler chaque détail et séduire le public avant même qu'il n'ait le temps de réfléchir. Ce qui aurait pu être une rencontre générationnelle entre 2 légendes du cinéma se transforma en mise en garde. L'un voulait dire quelque chose, l'autre voulait vendre quelque chose. Après Lion fort lent, Redford et Cruise ne travaillèrent plus jamais ensemble. Paul Newman, la confiance devient rivale. À l'écran, Robert Redford et Paul Newman formaient l'un des duos les plus emblématiques du cinéma américain. Dans Butch Cassidy and the Sundance Kid, 1969, leur complicité, leur humour et leur charisme semblaient parfaitement harmonieux. Le public les adorait, la critique parlait d'une alchimie naturelle, presque fraternelle. Mais cette image était trompeuse. En coulisses, une tension latente existait dès le début. Newman, déjà une star installée à Hollywood, avait usé de son influence pour imposer Redford dans le rôle de Sundance Kid. À l'époque, Redford était encore un acteur prometteur, mais loin d'être une valeur sûre. Ce geste, en apparence généreux, allait devenir la graine d'une rivalité durable. Newman aimait être le mentor, le centre de gravité. Or, rapidement, Redford, avec son charme naturel et son aura mystérieuse,
captait l'attention du public autant que lui, parfois même davantage. La situation s'intensifia avec The Sting, 1973. Entre-temps, Redford était devenu une star montante, sollicité par les plus grands studios. Sur le tournage, leur relation se fit plus complexe. Ils restaient professionnels, mais la hiérarchie tacite s'était inversée. Newman ne supportait pas l'idée que celui qui l'avait aidé à propulser puisse désormais lui faire de l'ombre. Redford, de son côté, n'était pas naïf. Il voyait bien les regards, les remarques piquantes et les comparaisons incessantes entre eux. Newman, perfectionniste et obsédé par la rigueur, exigeait une ponctualité militaire. Redford, connu pour ses retards récurrents, déclenchait régulièrement la colère de son partenaire. Ces accrochages s'ajoutaient à une rivalité plus profonde. Redford trouvait Newman calculateur, toujours en train de manipuler les rapports de force à son avantage. De son côté, Newman jugeait Redford distant, parfois hautain, et incapable de gratitude. Hollywood, flairant l'or, rêvait de réunir à nouveau ce duo mythique. Les producteurs proposèrent plusieurs projets, espérant recréer la magie. Mais à chaque fois, Newman se dérobait. Officiellement, il évoquait des problèmes de scénario ou d'emploi du temps. Officieusement, il craignait de revivre ce duel silencieux qu'il avait épuisé. Malgré cette rivalité, il y avait une forme de respect. Les deux hommes savaient qu'ils avaient marqué l'histoire du cinéma ensemble, mais aucun n'était prêt à céder la place à l'autre. Leur relation resta polie, ponctuée de rares échanges, mais froide. Quand Paul Newman mourut en 2008, Redford déclara publiquement sa peine. Pourtant, dans le silence de ses mots, beaucoup sentirent aussi le regret d'une amitié gâchée par la jalousie et l'orgueil. Ce qui aurait pu être une fraternité indestructible fut finalement une relation brisée par la rivalité. Comme un paradoxe cruel, c'est cette même rivalité qui fit naître à l'écran une alchimie si intense qu'elle fascine encore aujourd'hui. Dustin Hoffman, une fois, ça suffit. Lorsque Robert Redford et Dustin Hoffman se retrouvèrent pour Les Hommes du Président en 1976, le duo promettait d'être légendaire. À l'écran, il ne déçut pas. Redford incarnait Bob Woodward avec rigueur et subtilité, tandis qu'Hoffman donnait vie à Carl Bernstein avec énergie et intensité. Le film devint un chef-d'œuvre reconnu pour son authenticité et son rythme, et il est encore étudié dans les écoles de journalisme. Mais derrière cette perfection apparente se cachait un chaos quotidien qui marqua profondément Redford. Redford, habitué à la discipline et à la structure, avait préparé son rôle avec minutie. Il avait passé des semaines à suivre Woodward, à analyser ses gestes, sa diction et ses choix journalistiques. Pour lui, le cinéma était un travail d'équipe. Chaque acteur, chaque technicien contribuait à une vision commune. Hoffman, lui, était le produit de la méthode. Il improvisait sans cesse, modifiait ses déplacements en cours de prise, et n'hésitait pas à se placer dans le cadre de Redford pour dominer visuellement la scène. Le tournage devint rapidement un terrain de tension invisible mais palpable. Une scène aussi simple qu'un appel téléphonique se transforma en épreuve. Hoffman la jouait cette fois, chacune avec un ton, un rythme et des répliques différents. Redford devait réagir à chaque variation, ce qui exigeait une concentration extrême et un contrôle parfait de ses émotions. Les techniciens racontent comment Redford se mordait la langue pour ne pas exploser, tandis que l'air sur le plateau devenait presque électrique à chaque expérimentation d'Hoffman. Même Alan J. Pakula, le réalisateur, dut naviguer avec une prudence extrême pour éviter que les tensions entre les deux acteurs n'éclatent en conflit ouvert. Chaque prise était un équilibre fragile. Redford cherchait la vérité brute et l'impact émotionnel authentique. Hoffman explorait l'authenticité à travers la spontanéité et l'imprévu. Cette différence de méthode transforma chaque scène en mini-bataille psychologique. L'ironie de la situation est que tous deux étaient animés par le même objectif, capturer l'essence de la vérité journalistique et humaine. Mais leurs chemins divergeaient complètement. Redford préparait, organisait, contrôlait, Hoffman improvisait, testait, bouleversait l'équilibre. La tension culmina à un point où Redford comprit qu'une collaboration future serait impossible. Après le triomphe critique et commercial du film, il refusa toute nouvelle expérience avec Hoffman. Quand on lui demanda pourquoi, sa réponse fut lapidaire mais lourde de sens, « Une fois suffit ». Cette phrase résume tout le poids des semaines passées sur le plateau. Les improvisations incessantes, les interruptions répétées, l'attention monopolisée, les ajustements sans fin.
Pour Redford, ce n'était pas une question de personnalité, mais de méthode et de respect du travail collectif. Hoffman, brillant et créatif, représentait ce que Redford appelait l'extrême de l'ego artistique. Talentueux, oui, mais perturbateur pour la vision globale d'un film. Ainsi, même dans le succès, Redford sut poser ses limites. Une fois suffit, et cette simple décision symbolise son engagement à préserver l'intégrité de son art et la sérénité de ses tournages. Jane Fonda, les problèmes avec les femmes. De la poursuite impitoyable à nos âmes la nuit, Robert Redford et Jane Fonda semblaient former à l'écran un couple parfaitement assorti. Leur alchimie séduisait le public, créait des étincelles à chaque scène et semblait promettre des collaborations mémorables. Mais derrière cette perfection apparente se cachait une réalité beaucoup plus complexe. Fonda racontera plus tard que Redford n'aimait pas embrasser. Toujours réservé, parfois irritable, il créait une distance presque palpable sur le plateau. Chaque scène intime devenait un exercice de contrôle pour Redford, qui posait ses propres limites sur ce qu'il était prêt à montrer ou à donner de lui-même. Ses retards récurrents, sa froideur apparente et son détachement émotionnel déstabilisaient Fonda. Pendant des années, elle crut que c'était elle qui provoquait cette distance. « J'ai toujours pensé que c'était ma faute », confia-t-elle. La première collaboration, La poursuite impitoyable, fut professionnelle mais glaciale. Leur deuxième film, À pieds nus dans le parc, révéla une dynamique similaire. Fonda, jeune mariée insouciante, se retrouvait face à un Redford coincé, méthodique et distant. Le succès du film ne reflétait pas la tension qui existait hors caméra. Fonda avoua plus tard qu'elle était déjà tombée amoureuse de lui, mais Redford, fidèle à sa nature, maintenait une distance prudente, refusant de brouiller les frontières entre fiction et réalité. Cette dynamique se répéta au fil des années. Chaque tournage suivait le même schéma, la persistance, l'ouverture et l'intensité de Fonda heurtaient le style réservé de Redford. Leur collaboration sur The Electric Horseman, plusieurs décennies plus tard, confirma ce schéma. Fonda, désormais plus mature, divorcée et expérimentée, pensait pouvoir briser la barrière de Redford. Mais même dans ce contexte, il posait des limites strictes, dirigeant chaque scène, chaque geste, chaque contact physique. Ce n'est qu'en 2017, lors du tournage de Nos âmes la nuit, que Fonda comprit enfin l'origine de cette froideur. Ce n'était pas moi, c'était lui. C'est une très bonne personne. Il a juste un problème avec les femmes. Une phrase qui résume des décennies de malentendus, de frustration et d'illusions sur la nature du comportement de Redford. En réalité, Redford n'était pas distant par mépris ou par manque d'intérêt, mais par principe. Il contrôlait son image et ses émotions pour protéger sa vie privée, mais aussi pour conserver une approche rigoureuse de son travail. Son problème avec l'intimité, en particulier avec les partenaires féminines, révélait une combinaison unique de discipline personnelle, de réserve naturelle et d'une conception très stricte de la collaboration artistique. Ainsi, malgré les succès à l'écran et l'admiration du public, Redford et Fonda vécurent une tension persistante qui ne disparut jamais complètement, et qui, paradoxalement, contribua à la mystique de leurs apparitions à l'écran. Leur histoire illustre la difficulté de concilier passion artistique, vie personnelle et attentes émotionnelles sur les plateaux hollywoodiens. Barbra Streisand, 2 culottes pour se protéger. Le tournage de Nos plus belles années semblait sur le papier promettre la romance parfaite. Robert Redford, icône hollywoodienne, face à Barbra Streisand, actrice-chanteuse déjà légendaire et connue pour son fort caractère. Mais derrière le glamour, chaque scène devint un véritable champ de bataille de contrôle et de limites personnelles. Redford, fidèle à sa nature prudente et réservée, imposa dès le départ des barrières strictes. Pour se sentir protégé et maintenir son confort, il portait 2 slips de sport superposés lors des scènes d'intimité. Streisand, elle aussi soucieuse de son corps et de son image, portait un maillot une pièce sous ses vêtements, transformant chaque moment censé être romantique en un exercice de stratégie et de calcul pour préserver sa dignité. Les 2 stars insistaient pour être filmées de leur meilleur profil, ce qui compliqua considérablement le travail du chef opérateur et de l'équipe. Les caméras devaient jongler avec des angles précis, des mouvements contrôlés et des plans minutieusement composés pour satisfaire l'ego et la sécurité de chacun. Chaque prise prenait plus de temps que prévu, et la tension sur le plateau était palpable. À plusieurs reprises, Redford exprima son irritation de manière subtile mais cinglante. Un jour, il tourna son visage pour filmer Streisand sous son « mauvais profil », un geste moqueur devant toute l'équipe. L'actrice, humiliée, garda son calme,
mais le malaise était perceptible. De son côté, Redford refusa certaines répliques, craignant qu'elles donnent l'impression que son personnage était vulnérable ou faible. La négociation entre confort personnel, interprétation et ego artistique devint quotidienne, transformant le tournage en un véritable duel silencieux. Quand le film sortit, le résultat artistique fut éclipsé par le triomphe de Streisand. Une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice et une chanson principale devenue culte. Redford, malgré son professionnalisme et son travail rigoureux, se sentit éclipsé, frustré par des mois de tension où il avait tenté de préserver à la fois son intégrité et celle du film. Quand l'idée d'une suite fut évoquée, Redford fut catégorique, jamais plus. L'expérience lui avait montré à quel point certains égos pouvaient dominer un plateau, transformant le cinéma en un terrain de bataille pour le contrôle personnel plutôt qu'en un espace de collaboration et d'art collectif. Cette expérience résume parfaitement la philosophie de Redford. L'ego, plus que l'argent ou la célébrité, est l'ennemi principal de la création artistique. Et travailler avec une star qui impose ses règles à chaque plan est une épreuve qu'il ne souhaitait jamais répéter. Robert Redford n'a jamais mâché ses mots. Derrière l'image policée d'Hollywood, il a connu des rivalités féroces, des tensions, et parfois même de l'humiliation. Son témoignage lève le voile sur une vérité rarement dite. Même les plus grandes icônes ne sont pas à l'abri des guerres d'ego. Et vous, que pensez-vous de ces révélations? Est-ce que Robert Redford avait raison de dénoncer ses collègues? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer, et surtout, laissez un like pour soutenir le travail.